Messieurs, bonjour, bienvenue à tous, bienvenue à ce bloc d'information, l'actualité nationale et internationale, c'est sur Canal Info. Bonjour Georgette. Bonjour à toi Sambou Biagui, bonjour à vous. Bienvenue dans ce bloc d'information. Nous serons ensemble pendant 2 heures de temps sans relâche d'information. Ça se passe sur Canal Info News, la première chaîne d'information continue. Sachez que le chef de l'État a annoncé une hausse des salaires des fonctionnaires et le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, travaille à la matérialisation de ce souhait. Son ministère essaie de voir dans quelle mesure cela va se faire. Les fonctionnaires, eux, demandent que l'État agisse sur les impôts et les taxes. Est-ce que c'est réalisable? Nous sommes en train de travailler sous sa direction et selon ses instructions. Pour les fourchettes, vous pouvez nous donner quelques indications? Non, parce que nous n'avons pas encore terminé le travail, donc je ne peux rien dire pour le moment. Est-ce que le privé aussi est dans l'ordre du possible? Ça, je n'ai pas dit ça. C'est une négociation individuelle entre les agents du privé et leurs propres employeurs. Donc, ce n'est pas l'État qui doit forcer le privé à augmenter des salaires, ça ne se fait pas. L'État, chaque fois, peut inciter le secteur privé, disons, à aller dans ce sens, mais jamais les contraindre. Et quant aux fonctionnaires qui demandent à agir sur les impôts et les taxes? Agir sur les impôts et les taxes? Oui, nous allons dans le sens de ces réflexions. Et le Code général des impôts est en train d'être modifié. Les travaux préliminaires sont déjà d'ailleurs terminés et nous pensons que ce sera voté d'ici le mois de juin au plus tard pour être applicable en 2013. Le syndicat autonome des médecins du Sénégal, le SAMES, a décidé hier lundi de suspendre son mot d'ordre de grève hebdomadaire prévu tous les mercredis, jeudi et vendredi du mois de janvier, a annoncé son secrétaire général, le docteur Abdoulaye Bousso, au sortir d'une rencontre avec des autorités gouvernementales. Accompagné de plusieurs syndicalistes, docteur Bousso a rencontré le ministre de la fonction publique et de l'emploi, Khadim Gueye, le ministre de la Santé et de la prévention médicale, Moudou Diagne Fada. Lors de cette séance tenue à huis clos, autorités et syndicalistes ont fait le point de la situation des différentes questions concernant les revendications des médecins ainsi que l'état d'avancement des négociations. Nous sommes en liaison téléphonique avec notre reporter Birama Kamara, et Birama Kamara qui se trouve au ministère de la fonction publique. Birama Kamara, bonjour. C'est bon? Oui, allô? Oui, Birama Kamara. Là, on est devant la salle de réunion du ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi, Khadim Gueye. Dans cette salle du building administratif se déroule une réunion entre le ministre et les syndicalistes. L'objectif de cette rencontre est d'entamer des négociations avec le cadre unitaire des syndicats de l'enseignement moyen secondaire, QSEM, qui a mobilisé une forte délégation avec à leur tête le secrétaire général, Mohamed Mbouy. Rappelons tout simplement que ce mouvement syndical avait démarré mardi dernier son 5e plan d'action qui s'est étalé sur toute la semaine en alternant grève et débrayage pour exiger, des négociations immédiates avec le gouvernement. Et le QSEM se dit avoir déposé sur la table du gouvernement depuis 2009 sa plateforme revendicative. Les revendications vont porter principalement sur l'alignement, de l'indemnité de logement des professeurs du moyen secondaire sur celle des agents de l'État, de même niveau de recrutement et son extension aux professeurs contractuels. Pour l'heure, les négociations se poursuivent à huis clos entre les deux parties et on espère qu'il y aura un consensus heureux. Au cas échéant, cette nouvelle va certainement plaire aux élèves des lycées et collèges qui ne verront plus leur avenir hypothéqué à cause des revendications syndicales dont ils sont que les spectateurs malheureux. Voilà, c'est ça. On est en train de faire le pied de grue en attendant la fin des négociations qui vont certainement pas durer.
Bon courage Birama Kamara pour le pied de grue. Nous vous retrouvons dans nos prochaines éditions pour beaucoup plus d'informations. Le ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi a rencontré le syndicat autonome des médecins du Sénégal pour faire le point sur les différentes questions concernant les revendications des blouses blanches, des négociations qui se sont conclues sur une levée du mot d'ordre de grève qui avait paralysé depuis le mercredi dernier le secteur sanitaire du Sénégal. Le compte rendu est signé Birama Kamara une fois de plus. Un baptême de feu réussi pour Khadim Gueye, le tout nouveau ministre de la fonction publique du travail et de l'emploi a rencontré dans son ministère le syndicat autonome des médecins du Sénégal, SAMES, pour mettre un terme à la grève des blouses blanches. Cette rencontre, qui avait l'allure d'une querelle dès l'entame, s'est finalement soldée par un consensus entre les deux parties. Après 4 heures de huis clos coupés par un aparté d'une dizaine de minutes consacré à une concertation entre les membres du syndicat, les blouses blanches affiliées au syndicat autonome des médecins du Sénégal ont finalement obtenu gain de cause. Le ministre de la Santé s'est félicité du déroulement et des conclusions des négociations. Modou Diagne Fada a tenu à rappeler la volonté du gouvernement à dialoguer pour taire les mouvements d'humeur. Pour rappel, les blouses blanches réclamaient l'application des accords d'août 2010 relatifs au paiement de l'indemnité de spécialisation médicale, entre autres. Ce mouvement de grève de 112 heures a démarré depuis mercredi dernier. Le président de la République, Maître Abdoulaye Wade, en visite dans la capitale du Rail vendredi dernier, avait déjà annoncé l'augmentation des salaires des médecins officiants dans le public. Birama Kamara, sur un tout autre registre, l'Observatoire national de la parité a initié une série d'ateliers de partage, de rencontres et d'échanges. C'est pour mieux répondre de manière efficace aux attentes des autorités et des populations. Ce lundi, un atelier de mise à niveau et de partage à l'intention de tous ses membres a été organisé. La présidente de l'OMP a en outre donné son avis sur la décision du président de la République de faire sortir les femmes de prison le 20 janvier prochain. Ramatoulaye Diaokaba. Bien plus qu'un concept, la parité est en phase de devenir une réalité au Sénégal, surtout avec la création de l'Observatoire national de la parité, dont le conseil d'orientation est composé de 34 membres. Ces derniers, qui viennent d'horizons divers, forment un groupe hétérogène, d'où la nécessité d'harmoniser leur position et leur compréhension des missions qui leur sont assignées. Nous nous excusons pour la qualité sonore de cet élément. Nous y reviendrons sûrement avant Samboubiadi, la fin de ce bloc d'information. Comme dans tous les secteurs d'activité ouvrière au Sénégal, les mécaniciens rencontrent d'énormes difficultés. Des difficultés liées à leur délogement répétitif dans l'attente du scrutin du 26 février 2012. Ces artisans ont confié à nos reporters Fatou Bintou Diagne et Pierre Kadam leurs attentes par rapport au 4e locataire du palais de Roum. Reportage. Les mécaniciens, comme la plupart des travailleurs du secteur de l'informel, ne sont pas tout à fait satisfaits des conditions dans lesquelles ils travaillent. Le plus souvent, ils squattent les terrains vagues et nus qu'ils transforment en garage. Nous avons un problème d'espace et des fois c'est l'État qui a besoin du terrain. Et nous d'équiper, parfois aussi c'est le propriétaire lui-même qui nous oblige à partir. Nous n'avons pas le choix, nous avons besoin d'espace pour travailler. C'est l'unique raison qui explique notre présence ici. Si nous avions un endroit, les choses ne se passeraient pas comme ça. Ces ouvriers ont pour la plupart abandonné très tôt l'école, et cela pour diverses raisons. Néanmoins, ils suivent de très près l'actualité politique de leur pays. Ils indiquent avoir gardé précieusement leur carte d'électeur. Selon eux, le président qui sera élu au soir du 26 février ne doit pas rester indifférent à leur situation. Je souhaite que le futur président nous trouve un terrain, même à Locagne. Nous ne refusons pas. Les autorités doivent aider les ouvriers. Au futur président, nous lui demandons un espace pour que nous puissions travailler tranquillement. Nous voulons qu'on nous aide à trouver un emplacement. Nous n'avons pas nos métiers. Nous ne savons faire rien d'autre.
Donc si le futur président peut améliorer nos conditions de travail, ce serait bien. Même s'ils ne sont plus à l'école, ces mécaniciens sont informés. Rien ne les échappe. Ils n'ont pas approuvé la décision selon laquelle seuls les véhicules de moins de 5 ans peuvent entrer au Sénégal. Il faut qu'on laisse entrer dans le pays tous les véhicules, quel que soit leur âge. Cette mesure ne nous arrange pas. Il y a moins de travail auparavant. Toutes les voitures étaient dévolues sur le sol sénégalais et cela nous profitait beaucoup. Et maintenant, les temps sont durs. La plupart d'entre eux sont des soutiens de famille. Ils n'ont jamais accepté de baisser les bras malgré les nombreuses contraintes de leur métier. Vous le savez sans doute, le président bissau-guinéen Malam Bakay Sagna est décédé hier lundi à Paris à l'âge de 64 ans. Malam Bakay Sagna était un vieux routier de la vie politique, un ancien combattant anticolonialiste et un pilier du puissant Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Malam Bakay Sagna a été élu président en juillet 2009, prenant la tête d'un pays politiquement très instable. Mambas, comme l'appelaient ses partisans, était un homme du sérail. Un intellectuel qui a fait toutes ses classes au sein du PAIGC, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Malam Bakay Sagna a pris part à la lutte pour l'indépendance contre la puissance coloniale portugaise, non pas en tant que combattant, mais comme instituteur dans les zones libérées. Diplômé de sciences politiques en Allemagne de l'Est, il regagne son pays et devient gouverneur de plusieurs régions avant de diriger l'Assemblée nationale en 1994. Entre 1999 et 2000, après le coup d'État de 1998 contre le président João Bernardo Vieira, il devient président par intérim à la demande de la junte. Il échouera aux 2 élections présidentielles suivantes et devra attendre 2009 pour être élu. La Guinée-Bissau sort alors d'une période de turbulence extrême et reste tiraillée entre des luttes d'influence au sein de l'armée et d'autres au sein du parti au pouvoir, le PAIGC. Et puis, la disparition de Malam Bakay Sagna peut avoir des répercussions néfastes dans le pays. Le processus de paix en Casamance pourrait également en pâtir. Le président de l'Assemblée nationale de ce pays, Raimundo Pérez, qui doit assurer l'intérim selon la constitution bissau-guinéenne, ainsi que le Premier ministre Carlos Gomez, sont tous les deux proches du mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Nous suivons Aliou Fall pour plus de détails au micro d'Abdouaziz Sow. Malang a constitué une sorte de contre-pouvoir au pouvoir du Premier ministre Carlos Gomez Jr., qui lui est connu pour ne pas être particulièrement ami du Sénégal. D'autant plus que donc Carlos a des connexions assez poussées avec certaines franges du MFDC. Si Malang n'est plus là-bas, peut-être pour contrer un peu les velléités de Carlos, qu'est-ce que ça va donner? Je crois que c'est véritablement là une perspective qui n'est pas du tout rassurante. La constitution bissau-guinéenne attribue au président de l'Assemblée nationale la prérogative d'assurer la vacance du pouvoir présidentiel, et le président de l'Assemblée nationale n'est personne d'autre que Raimundo Pereira, qui est connu pour ses rapports, pour ses affinités avec Carlos Gomez Jr. Donc, dès à présent déjà, le bicéphalisme dur qui existait en Guinée-Bissau, cette situation va disparaître, s'estomper dans l'immédiat. Guinée-Bissau refusait systématiquement que les rebelles qui déstabilisent le territoire sénégalais puissent trouver des espaces de repli dans son pays. Ça, et c'est pour ça que je dis que donc le Sénégal perd quelque part avec le décès de Malang. Je vous propose de suivre les réactions de quelques Sénégalais par rapport à ce décès. C'est une perte pour la communauté bissau-guinéenne et pour le Sénégal aussi, vu que le président Bakay Sagna était un ami très proche du Sénégal et il a beaucoup joué pour la paix au niveau de la Casamance. C'est une perte énorme pour le Sénégal et on regrette, vraiment on regrette beaucoup. Et moi, mon souci, c'est par rapport à ce que nous réservent les rebelles. Si vous remarquez, depuis quelques moments, on n'entend plus parler de l'aile bissau-guinéenne. On parle des rebelles qui se dirigent vers la Gambie et non vers la Guinée-Bissau. Parce que le président Malam Bakay Sagna
a joué un rôle sur ça. Si son remplaçant ne fait pas le même rôle qu'il a joué, je pense que la situation de la Casamance ne va pas se terminer du jour au lendemain. Je pense quand même que si on tient compte du fait de la continuité de l'État, normalement ça ne doit pas poser de problème. Et généralement, je pense que pour la situation en Casamance, le problème est beaucoup plus au niveau des autorités militaires que des autorités étatiques. Sur le problème de la Casamance, le problème est trop complexe. Les gens sont tardés à essayer de régler ce problème. Parce qu'aujourd'hui, entre la frontière de la Casamance et de la Guinée-Bissau, il ne s'agit uniquement pas du problème des rebelles casamançais. Aujourd'hui, la Guinée-Bissau et les autres pays de la sous-région sont gangrénés par les narcotrafiquants. Et ces gens-là, mais forcément, puisque peut-être la seule ressource qu'ont les rebelles aujourd'hui, la plupart du temps, c'est le trafic de stupéfiants et autres. Donc, je pense qu'avec l'émission de ces narcotrafiquants, la solution ne va pas être beaucoup plus facile. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'en Guinée-Bissau, rien ne se décide en dehors de l'armée. Je pense qu'on a des autorités militaires. Ces autorités ont forcément des accointances avec des autorités militaires de la Guinée-Bissau. Pourquoi pas ne régler ce problème d'abord à leur niveau? Parce que quand même c'est des frères d'armes, ils sont beaucoup plus aptes, eux qui subissent toujours ces revers, à essayer de régler, d'harmoniser leur position d'abord et de faire des propositions à leurs États respectifs. Le décès de Malam Bekay, c'est une perte d'abord pour l'Afrique. Là, j'ai sa partition, il est parti, un autre va le remplacer. Mais pour nous, le processus de paix en Casamance, c'est un problème tellement important que je crois que aussi bien le président qui va le remplacer que le président Gambier, en accord avec son excellent maître Abdoulaye Wade, on va trouver des solutions parce qu'il va de vraiment la stabilité dans la sous-région, quoi. Le Nigeria fait également la une de l'actualité. Le pays est entré ce mardi dans le deuxième jour d'une grève générale illimitée lancée par les syndicats pour protester contre la hausse du prix des carburants. À Ogba hôpital, où le corps de l'homme avait été transféré à la mort, 3 manifestants étaient en attente d'être traités pour des blessures par balle à la jambe. Selon ces résidents de la principale ville commerciale de Lagos, où l'homme a été abattu, la police a tiré sur la foule pour la disperser. Magasins, banques et stations-service ont été fermés à Lagos et le réseau des autoroutes et des ponts qui s'étendent sur son lagon large, généralement obstrué par la circulation à toute heure, était vide. Le mouvement de grève d'une durée indéterminée se produit dans un contexte de tension croissante entre chrétiens et musulmans. Des manifestants ont tenté d'incendier une mosquée dans le sud à majorité chrétienne. Le pape Benoît XVI s'est personnellement inquiété de cette montée des violences interconfessionnelles, tandis que les États-Unis ont vivement condamné ces actes de violence continue attribués au groupe islamiste Boko Haram. Au Nigeria, nous y sommes et nous y restons. Cette grève générale avait paralysé hier le pays, vous le savez sans doute, avec des dizaines de milliers de manifestants défilant dans les rues. Mais des heurts parfois violents ont eu lieu avec les forces de l'ordre et 6 personnes ont trouvé la mort, 3 à Lagos et 3 dans la grande métropole du Nord, Kano. À Ogba hôpital, où le corps de l'homme avait été transféré à la mort, 3 manifestants étaient en attente d'être traités pour des blessures par balle à la jambe. Nous allons les poursuivre. Nous allons les poursuivre en justice pour ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Selon ces résidents de la principale ville commerciale de Lagos, où l'homme a été abattu, la police a tiré sur la foule pour la disperser. Le geste de la police est inexplicable. Ce n'est pas un voleur sur lequel on tire dessus. C'est un bon citoyen du Nigeria. Nous allons nous battre car nous ne voulons pas que cela se reproduise. Magasins, banques et stations-service ont été fermés à Lagos et le réseau des autoroutes et des ponts qui s'étendent sur son lagon large, généralement obstrué par la circulation à toute heure, était vide. Le mouvement de grève d'une durée indéterminée se produit dans un contexte de tension croissante entre chrétiens et musulmans. Des manifestants ont tenté d'incendier une mosquée dans le sud à majorité chrétienne. Le pape Benoît XVI s'est personnellement inquiété de cette montée des violences interconfessionnelles, tandis que les États-Unis ont vivement condamné ces actes de violence continue attribués au groupe islamiste Boko Haram. Merci Mariama. La version Wolof, c'est tout de suite avec Sambou Biagui. Sambou Biagui nanga def. maa ngi fi rek Georgette li gën a fës ci xibaar yi la ci kanam tuuti ñu faram-fàcce ko bokk na ci la nga xamante ne moom mooy waxtaan ya nga xamante ne ñu ngi koy amal ca fa nga xam ne moom mooy ministère yor wàllu xëy mi file ci Sénégal ci kanam tuuti lay doon.